inexacte ou trompeuse du marché, etc. Procéduralement, il existe depuis déjà quelques années une charte des contrôles, donc qui ne s'applique que dans le cadre des contrôles sur place que je vous ai décrits, côté respect des obligations professionnelles par les prestataires de services d'investissement. Et cette charte des contrôles décrit les obligations et les droits qui sont ceux qui doivent être respectés tant par les enquêteurs, contrôleurs de l'AMF, que évidemment par les prestataires de services d'investissement et leurs salariés à l'occasion de ces contrôles sur place. Il n'existait pas de charte des enquêtes qui détaillait les conditions dans lesquelles justement ces enquêtes devaient se dérouler, ni même quels étaient les droits et les obligations à la fois des enquêteurs de l'AMF, mais également de ceux qui faisaient l'objet de ces enquêtes ou qui étaient amenés à participer à ces enquêtes. Ça fait déjà quelques années que les praticiens réclamaient justement que cette charte des enquêtes soit sur le moule, on va dire, de la charte des contrôles soit mise en œuvre, mais jusqu'à récemment, l'AMF n'avait pas décidé de rentrer dans cette voie-là, en tout cas à ma connaissance. Et c'est vrai que, on dira, la difficulté ou les difficultés de l'absence de cette charte ont été stigmatisées par le dossier auquel Franck a fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire le dossier EADS, puisque, comme d'autres avocats, j'ai eu à intervenir dans ce dossier et on a eu à déplorer un certain nombre de difficultés qui se sont déroulées au moment de l'enquête, avec un grand nombre de reproches qui ont été à nouveau plus présents dans ce dossier-là, mais qui ont existé dans les dossiers par le passé. Je dirais que pour les résumer, les principaux reproches qui étaient adressés aux enquêteurs dans ce cadre-là, c'était pour la majeure partie ce qu'on appelle, nous, la constitution de dossiers à charge, c'est-à-dire uniquement de constituer des dossiers, d'annexer au rapport des documents qui venaient à l'appui des thèses ou des théories développées par les enquêteurs, donc ne prenant pas nécessairement en compte toutes les pièces et tous les documents dont ils avaient pu avoir connaissance, mais plutôt ceux qui appuyaient ou asseyaient la thèse qui était développée dans leur rapport. Ça passait également, les reproches étaient également de cette nature, par la sélection de personnes auditionnées. Alors évidemment, il n'était pas question de reprocher aux enquêteurs de ne pas entendre tout le monde, mais il y avait une sélection de certaines personnes qui faisait qu'ils n'entendaient pas nécessairement celles qui pouvaient présenter à nouveau des éléments, ce qu'on appelle la décharge. On avait également comme type de reproche, vous savez que au niveau de l'élaboration de la preuve de la détention de l'information privilégiée, par exemple, là, on recourt à ce qu'on appelle un faisceau d'indices, et il y avait des raccourcis très saisissants qui étaient faits par les enquêteurs. Il y avait enfin des possibles conflits d'intérêts extrêmement importants, et j'ai en tête un dossier qui n'est pas celui dont on a parlé tout à l'heure, mais conflits d'intérêts qui s'appliquaient aussi bien aux inspecteurs qu'à des tiers qui peuvent être désignés pour participer à ces enquêtes. Et donc tous ces éléments-là ont fait que, évidemment, les avocats de la défense que nous sommes n'ont cessé pendant les dernières années, et a fortiori dans le cadre du dossier EADS, de demander à ce qu'il y ait une charte des enquêtes qui soit élaborée et mise à disposition. Donc c'est comme ça qu'on a, effectivement, dès après, mi-décembre 2009, donc dès après la publication de la décision EADS, eu le président de l'AMF qui a déclaré qu'une charte des enquêtes était en cours d'élaboration et ferait l'objet très rapidement d'une publication. Autant vous dire qu'aujourd'hui, la charte n'est toujours pas disponible et n'est toujours pas donc publiée. Pour autant, on commence à en avoir une connaissance relativement précise. Et donc, je passe, pour vous décrire le cadre juridique de cette charte, la parole à Brigitte. Merci, bonjour à tous. Bravo pour votre présence si matinale. Je ne commencerai pas sans tout d'abord féliciter les organisateurs de ce colloque
à savoir Maître Martine Samuelian, Maître Franck Martin Laprade et le professeur Yann Paclot, pour leur extraordinaire réactivité sur ces sujets, puisque la loi bancaire et financière vient de paraître et que la charte dont il va essentiellement être question ce matin n'est pas encore publiée. Donc vous allez avoir une avant-primeur. Donc j'espère qu'elle vous intéressera et retiendra ce jour au moins votre attention. Cette charte, elle est nouvelle formellement, c'est-à-dire qu'elle consigne par écrit un certain nombre de règles dont la pratique était auparavant déjà exigée. Donc l'ensemble des éléments contenus dans cette charte, qui, c'est un mauvais lapsus, qui a pour objet d'inscrire dans un texte l'équilibre souhaitable entre les pouvoirs de l'accusation, donc des enquêteurs, et les droits de la défense. L'ensemble de ces éléments n'est pas une nouveauté. Il y avait déjà, par la nécessité de l'application des textes en vigueur, qu'ils soient issus de la loi française ou des principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme, il y avait déjà ces exigences qui préexistaient à la consignation de ces principes par écrit. Mais l'objet de la charte, qui existait d'ailleurs dans le domaine des contrôles, dont Maître Samuelian vous a entretenu très rapidement ou a évoqué, les contrôles sont confiés au sein de l'AMF à un corps spécialisé de contrôleurs, spécialisés parce qu'ils interviennent dans le cadre de l'identification d'infractions aux règles de bonne conduite et aux règles de déontologie des prestataires de services d'investissement, de leurs dirigeants et salariés. Dans ce cadre-là, il existait une charte. Il n'en existait pas dans le domaine des enquêtes. Il était manifestement nécessaire, surtout au moment où le législateur, il y a quelques mois, a porté les sanctions encourues par les auteurs de manquements à la réglementation boursière et financière à un plafond forfaitaire qui passe de 10 millions à 100 millions d'euros. Donc vous comprenez que dans ces conditions, il vaut mieux que les éléments processuels soient pleinement clarifiés. Autre objectif de la création de cette charte des enquêtes, informer clairement les personnes sollicitées lors des enquêtes de leurs droits et obligations. Cette information, certes, figure déjà dans les textes du Code monétaire et financier, mais toutes les personnes sollicitées ne sont pas familières du Code monétaire et financier, et cela va quand même mieux lorsque l'on leur remet une charte qui identifie clairement les étapes de la procédure et les sollicitations auxquelles elles seront exposées, ainsi que les possibilités pour elles d'agir ou de ne pas agir, de répondre ou de ne pas répondre à ce type de sollicitation. Donc, les principes généraux, pour certains d'entre eux, préexistaient. Nous allons cependant ce matin, dans le cadre de cette intervention, tenter de vous montrer, au-delà de ce qui existait,